Bonjour à toutes et tous. Coucou. Sale bâtard. Qu'est-ce qu'il est bête, mais il est bête. Il est bête, c'est Ron. Il est vraiment, voilà, regardez comme il s'amuse, ce gosse. Et il rigole en plus, il rigole. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Mutafucast volume 2. C'est le second épisode de cette nouvelle maxi-série qui s'intéresse à MFK2, à la suite de la saga Mutafukaz qui a démarré en 2022 aux éditions Rue de Sèvres. Et c'est un podcast qui accompagnera donc toute la publication de cette épopée prévue en 3 tomes, à moins que Ron ne nous cache quelque chose et qu'il en fasse encore plus. Et ben vous le saurez dans le futur, puisque moi-même, à l'heure où on enregistre le podcast, je ne sais pas forcément ce qui se trame dans la tête de Ron, que nous allons retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour ce second épisode qui est toujours consacré au premier tome de MFK2, puisque on vous a déjà parlé beaucoup de la première BD, de sa gestation, et aussi pas mal de ses thématiques, et notamment de complotisme. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur d'autres de ces thématiques, mais aussi juste sur l'histoire pure et dure. Donc bien entendu, on vous recommandera, comme on l'avait fait avec le premier volume du Mutafukast, d'avoir lu la bande dessinée avant de nous écouter, puisqu'on va vraiment rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est du spoiler partout, à tous les étages, et c'est disponible donc en librairie pour 15,90 €, je crois. Ron, tu me dis si je me trompe ou pas. D'ailleurs, tu es avec nous, donc c'est cool. Salut. Salut. Alors moi, les chiffres et les dates, faut pas me poser de questions. De toute façon, le prix, non, voilà, c'est 16,90 €. C'était écrit sur la BD, tout simplement. Voilà. Il fallait le lire. Je peux même te donner le numéro ISBN 978 28 102 02 62 1. Non, ça c'est mon code de carte bleue. Aussi, effectivement. Donc, si t'as des dépenses qui apparaissent bientôt, ce sera de ma faute et je m'en excuse. Mais je saurais ce que les gens ont commandé. Attention. C'est vrai. Donc, n'achetez pas n'importe quoi non plus. Si à la limite acheter des MFK2, ce sera toujours très bien. Bref, j'ai envie de dire, Ron, on continue. Oui. On avait parlé de beaucoup de choses. Et donc, dans les thématiques aussi, moi, il y a quelque chose que j'ai noté. Enfin, déjà, il y a un constat que j'avais envie de faire un petit peu sur la BD par rapport à l'ensemble de ce premier album. C'est que j'avais quand même l'impression, on a quand même, c'est vrai, pas mal parlé, de complotisme et tout ça, mais que presque tes personnages, pour l'instant, Angelino et Vince, en fait, étaient presque assez secondaires, justement, par rapport à l'ensemble des thématiques que t'abordes. Et que, en fait, l'histoire l'histoire que eux vivent passerait presque au second plan par rapport à toutes les thématiques qui sont abordées, justement, et par rapport au portrait que tu dresses un petit peu, en fait, des sociétés occidentales en 2022. Ouais, pour moi, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que... Bon, ok, on n'est pas d'accord du tout. Pour moi, c'est presque l'inverse dans le sens où... tout ça, ce dont on a parlé dans l'épisode suivant, j'espère qu'on n'a pas perdu les gens d'ailleurs. Précédent. Ouais, j'ai dit suivant. Ouais. L'épisode précédent. Tout ce dont on a parlé dans l'épisode précédent, pour moi, c'est juste, encore une fois, le contexte général du titre. Donc, pour moi, l'histoire, c'est ce qu'arrive à Vince Angelino, c'est-à-dire obligé de fuir Dark Mid City. Et puis, ils sont en pleine cavale et tiens, d'un coup, ils décident d'aller... on a dit qu'on pouvait spoiler, hein. Bon. Ah oui, non, là, de toute façon, dans cet épisode, on va vraiment d'accord, donc un peu poussé par Willy, dont ils viennent de sortir d'une secte, dont il était lui-même le gourou à ses propres dépens, poussé pour aller vers Las Vegas. Donc pour moi, c'est ça le cœur de l'histoire. Tout le reste n'est qu'un contexte qui aura son importance au fur et à mesure, parce que je fais pas les choses gratuitement. Mais visiblement, toi, c'est surtout ça qui t'a interpellé du titre en général. Après, c'est peut-être ma façon de lire ou d'appréhender les choses qui fait que, je sais pas, ça me paraissait plus important parce que au-delà du, on va dire du discours des complotistes, tu parles pas mal de science quand même. Alors, dans le cadre notamment d'une séquence particulière de flashback, en fait, qui va raconter les origines de Vince. Donc, oui. On peut peut-être d'abord revenir là-dessus. Oui. T'as décidé de donner des origines à Vince, tu les as créées en cours de route ou elles étaient déjà présentes en 2006? Alors avant de répondre à ça, tu m'as posé aussi la question du fait que eux, ils te paraissaient passifs par rapport à justement à tout cet univers. Un peu en retrait par rapport Mais tu remarqueras qu'ils ont pas de téléphone portable déjà, eux, dans la BD, tu vois.
Angelino a demandé à Vince de se séparer du sien. Et puis de toute façon, quand t'as vu, il y a une case ou deux où tu vois c'est quoi le téléphone portable de Vince, tu dis de toute façon lui il y a peu de chances qu'il capte les réseaux sociaux avec ce truc là quoi. Tu sais, encore un vieux téléphone à clapper. Ils ont aussi les téléphones de leurs moyens, hein, tu vois. Donc voilà. Et ça, je pense aussi que ça, eux, en tout cas, les réseaux sociaux, ça ne les touche pas dans le sens où ils ont pas l'instrument à disposition. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que tu le ressens, parce qu'à aucun moment ni l'un ni l'autre ne rebondit sur ce qui est montré dans les écrans, par exemple. Tu vois, on sait même pas ce qu'ils en pensent finalement. Si à un moment donné il y a juste Angelino qui parle d'Omega, qui fait une espèce de raccourci rapide en mode c'est un gars qui donne les clés au peuple, mais des clés qui ouvrent que dalle. Voilà, c'est tout ce qu'il dit en fait. Donc c'est ça aussi qui renforce peut-être le côté qui sont un peu à côté de la plaque par rapport à tout cet univers-là. Mais moi, ça, j'en ai besoin aussi parce que j'ai besoin aussi de personnages, je veux dire, relativement purs, dans le sens pas intoxiqués par tout ça. Et puis c'est eux qu'on suit, tu vois. C'est vraiment eux qu'on suit. Donc c'est peut-être ça qui te donne l'impression qu'ils sont spectateurs et que par eux, nous aussi, on est spectateurs de ce qui se passe. C'est voulu, mais tout ça va les rattraper de toute façon, forcément. D'accord. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, tu vas répondre à la question sur les origines de Vince. Alors, les origines de Vince, j'ai toujours imaginé, moi, j'ai toujours adoré, tu vois, tous ces délires autour de. Encore une fois, on en revient aux théories du complot. Ces délires autour du CERN, tu sais, l'accélérateur de particules, où ils essayent de créer des mini trous noirs. Donc ça, c'est une réalité, hein, tu vois, ou des particules exotiques en faisant se heurter des particules entre elles. Tu vois, c'est comme ça que à très très grande vitesse. À très très grande vitesse. Moi, je trouve ça fascinant et il y a plein de théories du complot autour de ça ou qui disent qu'ils essayent de créer un trou noir. Pourquoi on n'en sait rien, pour anéantir, enfin, ou par incompétence ils anéantiraient la Terre. Bon, bref, toujours est-il que j'ai toujours trouvé intéressant l'idée de ouvrir une porte vers autre chose. Ouais, on ne sait pas quoi. Une quatrième dimension, tu vois, une septième dimension ou la porte des enfers, selon les croyances de chacun, en fait. Voilà, le fait que par cette expérimentation, quelque chose pourrait s'ouvrir, tu vois. Donc un portail vers l'inconnu. Donc, sachant que ça rejoint même quand même un peu toute la phase de création des super-héros des années 60 qui apparaissaient suite à des catastrophes scientifiques. Hein. Tout le temps. Ou alors une araignée. Bah si, de toute façon, c'est l'araignée radioactive, c'est les radiations gamma, c'est le voyage dans l'espace qui tourne mal. Ça a quand même été partie prenante aussi de la création, quoi. Donc ça. C'est ça. Et le fait, et je mets aussi, et j'appuie sur le fait que, comment? Moi, la science, c'est quelque chose, c'est bizarre, hein. Il y a énormément de podcasts que j'écoute qui sont des podcasts scientifiques. Tu remercies la tête au carré à la fin, Nicolas Martin. Je remercie Nicolas Martin. Je remercie aussi Roland Lehoucq, qui est astrophysicien, mais que j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec lui où je lui ai posé toutes mes questions pour MFK2, tu vois. Okay. Que ce soit les histoires ça, c'est bien à savoir, oui. Oui, bien sûr, parce que tu vois les questions que je me posais par rapport à la Lune, est-ce qu'on peut espionner la face cachée de la Lune? J'en sais foutre rien, moi. Ça rejoint encore une fois l'épisode précédent qu'on a fait. Moi, qu'est-ce que je sais? J'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses que je crois, il y a plein de choses que je pense être vraies, mais à un moment donné, si je veux avoir les bonnes réponses, c'est les scientifiques. Enfin, en tout cas, c'est les spécialistes à qui il faut aller poser les questions. Donc voilà. Donc j'ai posé les questions à Roland Lehoucq justement pour pas commettre d'impair sur ma BD et puis pour pouvoir aussi me dire, même si tout ça est très fantaisiste, pour pouvoir me dire, ok, donc si je veux qu'il se passe ça, je peux pas faire ça comme ça parce que scientifiquement c'est pas possible. C'est un détail, hein, mais moi je reste tout de même attaché à ça. Donc toutes les questions qui se posent au début du tome, à savoir comment on pourrait espionner la base Macho qui est sur la face cachée de la Lune. C'est des questions que j'ai posées à Roland Lehoucq, quoi. S'il y avait des extraterrestres sur la face cachée de la Lune, comment on les espionne? Il t'a pas pris pour un fou. Ah non, moi non, il était content de répondre, tu vois. Et voilà, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire cette intro et qu'ensuite j'ai pu aussi explorer d'autres choses. Il y a aussi tout ça pour dire que vas-y. j'écoute beaucoup de choses
scientifique, et pourtant moi-même j'ai pas un bagage scientifique, c'est-à-dire que j'étais plutôt bon en sciences physiques, sciences nat, j'étais archi nul en maths, tu vois. Moi les maths c'est tellement une abstraction pour moi que voilà. Mais malgré tout, je reste fasciné par la science. Je me dis, ok, on est des bonobos évolués, certes, mais on est putain de bien évolués quand même, parce que je vois tout le délire qu'il y a autour de ça. Et je me dis, quand même, la science, on a beau dire ce qu'on veut, c'est putain de solide. Et si on doit se ranger du côté de la science ou des croyances, il y a rien à faire. Hein. Même si mon cerveau irrationnel a tendance parfois à aller vers la croyance, la science, il y a rien de plus, je veux dire, solide à l'heure actuelle. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, un sujet qui m'intéresse. Il y a des émissions, malheureusement, qui vont s'arrêter, comme la méthode scientifique, qui sont exceptionnelles, excellentes, et t'apprends des choses, même si t'es nul en sciences toi-même, entre guillemets, il y a plein de choses qui évoluent, et dans le bon sens, tu vois. Et voilà, et forcément, pour la genèse de Vince, j'avais besoin aussi d'en passer par là, parce qu'à un moment donné, il faut l'expliquer, sa putain de tête. Tu vois? Alors, je l'explique. Ça oui et non. pouvait être aussi juste de la suspension de crédulité, toujours de se dire qu'on vivait dans un univers où t'avais juste un mec avec un crâne flamboyant, et que ça pouvait juste être à la fois ton hommage à Ghost Rider, de la même façon qu'à côté, leur pote, c'est une chauve-souris à l'écran avec un appareil dentaire. Alors, mais je sais pourquoi il est comme ça aussi, Willy. C'est vrai. Mais si tu veux, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans l'origin story de Vince, on explique, mais on sait toujours pas pourquoi au final. Ça soulève presque plus de mystère. On sait pas d'où, on sait pas ce que c'est le truc. Non, mais cette origin story, j'en ai besoin pour la suite de l'histoire. Voilà. C'est pour ça que je l'ai faite. Sinon, j'aurais très bien pu passer à côté. T'aurais pu continuer à ne pas. Ouais, il y a plein d'origines story que je connais sur mes personnages dont je parle même pas. Tu vois, parce que je trouve que c'est pas intéressant par rapport à l'histoire en fait. Ouais, mais ça aurait pu être intéressant d'un point de vue lore, background, dans ta diégèse, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et donc ça, du coup, Willy... je m'interdis pas de le faire, mais il faudrait ça se justifie dans l'histoire d'une certaine manière. D'accord, donc tu te balanceras pas là, quoi. Je pense pas dans cet arc-là, non. Non, je veux dire là, dans le podcast. Parce que les gens vont se dire, ouais, c'est peut-être un peu nul comme truc, donc. Ce sera mieux si c'est dessiné, alors. Ouais. D'accord. Mais je reviens justement sur la place de la science là-dedans, parce que c'est pas une surprise que tu dises que ça t'intéresse, parce que tu fais même dire à tes personnages que de moins en moins de gens s'y intéressent, que de plus en plus de gens se réconfortent là-dedans. Mais c'est parce que même t'as quand même aussi une scène où Angelino et Vince parlent en fait de théorie de la naissance de l'univers, en fait, où t'as vraiment une scène où limite c'est une pause dans ton récit, où là par contre limite c'est juste Ron en fait qui a peut-être juste qui s'est beaucoup intéressé à la question et qui expose différentes théories avant que Vince soit un peu très sec en disant juste de toute façon on vit, on meurt et puis c'est tout. Mais c'est parce que toi aussi, avec le temps aussi, j'imagine que tu te rends compte d'une certaine forme d'immensité en fait, et que t'avais envie d'en toucher un mot là-dedans. Ça c'est des dialogues que j'ai dans ma propre tête en fait. C'est-à-dire que des fois la théorie qu'expose Angelino, c'est une théorie que j'ai entre guillemets inventée. C'est-à-dire que je pense qu'elle vaut rien scientifiquement. Ok. Clairement, je pense qu'elle vaut rien. Mais c'est moi qui, à un moment donné, en essayant le truc de l'univers en expansion, par contre, ça c'est vrai. Hein. Mais de plus en plus vite. Ah, ça c'est pas vrai? Si, c'est vrai aussi. Okay, mais voilà. L'explication qu'Angelino donne, l'hypothèse, c'est une hypothèse que j'aimais, qui vient de mon cerveau, si tu veux. J'ai jamais lu nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait peut-être l'attraction d'univers plus gros. Tu vois? Je pense qu'en fait, là, par contre, Roland Lehoucq, il irait ça et dirait, vas-y, retourne faire de la BD et laisse la science tranquille. Mais l'avantage, c'est que Angelino, il se prétend pas scientifique, il en sait rien, tu vois, c'est un mec comme moi, c'est-à-dire que il laisse gambader son cerveau. Et ce que lui dit Vince à la fin, genre, moi, je crois qu'on vit, on meurt, et puis c'est tout. Ça, c'est aussi parfois mon cerveau, une fois que je vais un peu trop loin dans mes délires, qui me dit ça, en gros, ta gueule. Tu vois, genre, ouais, bon, vas-y, va te coucher, tu vois, et demain, t'y verras plus clair, tu vois. Donc ouais, c'est ce genre de dialogue que je peux avoir avec moi-même, que je mets en image, parce que je trouvais aussi que ça faisait écho à l'arc 1, quand ils étaient sur la colline et qu'ils parlaient justement des visiteurs
du temps, que c'était peut-être ça les ovnis, etc., qui partaient, et là, ça n'avait aucune influence sur le reste du scénario, tu vois. Bah, de la même façon, je me suis dit, bah, tiens, tu remarqueras de toute façon, dans tous les titres Mutafukaz, même les spin-offs, il y a toujours un moment où les personnages se retrouvent à contempler les étoiles. Tout à fait, ouais. Et à discuter. On en avait parlé dans l'épisode sur Lobaloka, je me rappelle. Et à discuter de choses dont ils ne savent rien. Tu vois. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune. J'avais un pote. C'est pour ça, ouais, j'avais un pote, on se mettait, et puis, tu sais, les trucs basiques, genre, ah putain, tu te rends compte. Tu sais, en fait, faire le constat de sa propre, petitesse. Ouais, c'est ça, du fait qu'on est absolument insignifiant dans l'univers, et que ça se trouve, tout ça est complètement stérile, et ça se trouve, il y a rien nulle part, et ça se trouve, il y a plein de planètes et zéro vie, ou peut-être c'est foisonnant de vie. Enfin, on en sait que dalle, en fait. Et je trouve ça intéressant de, des fois, laisser son esprit gambader, et puis voilà. Et ça se trouve, alors je vais peut-être faire le vieux con, mais est-ce que j'aurais eu ce genre de discussion avec mon pote si on avait eu les réseaux sociaux, tu vois? Ça se trouve, non. On serait en train de se prendre la tête avec des gens qu'on connaît pas sur des détails de trucs à la con, de consentement chez Blanche-Neige ou de je sais pas quoi. Ouais, mais parce que ça, t'en parles aussi, du coup, parce que c'est vrai que tu donnes la parole, en fait, à pas mal de, même pas tant de caricatures aussi que ça, que voilà, on va dire de groupuscules, QAnon, des Alex Jones, des choses qui sont en fait assez facilement identifiables. Mais tu parles aussi un peu, tu fais s'exprimer d'autres personnages, on va dire, de l'autre mouvance, donc plus de gauche, d'extrême gauche, voire ce qu'on appelle du coup la partie un petit peu woke et tout ça, avec il y a des personnages qui parlent de privilèges blancs ou qui et t'as pas, donc c'est parce que t'as aussi envie de tirer dans le tas aussi sur un peu tout le monde. Alors ça reste cynique, hein, Mutafukaz, c'est un peu poil à gratter de toute façon, donc je veux dire, moi, c'est ce que je te disais, je regarde je vais faire un tour dans tous les cercles, tu vois. Donc, dans tous les schémas et les systèmes de pensée. Donc, forcément, il y a des choses, comme je te dis, un même fait peut être interprété de 1000 façons. Tu vois, moi, je me suis déjà fait attaquer, tu vois, en attaquant un mec, par exemple, en attaquant. Moi, en général, j'attaque pas, je pose des questions à la personne pour la mettre en face de peut-être éventuellement ses contradictions. Puis des fois, dans sa réponse, je me rends compte que ok, on n'a pas le même logiciel, donc il faut que bon bref. Mais et des fois, je vais par exemple un mec qui a une déclaration homophobe, je vais lui poser une question pour le mettre face à ses contradictions. Puis d'un coup, je vais me faire attaquer par un mec qui serait censé lui aussi être contre ce mec-là, mais qui va m'attaquer parce que j'ai pas utilisé le bon mot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire, mais c'est quoi le plus grave là? C'est celui qui veut brûler les homos, ou c'est moi qui me suis trompé de mot dans l'appellation, tu vois? Je suis même largué, si tu veux. Moi, je suis un peu trop vieux pour tous ces trucs-là, tu vois. Je sais plus combien il y a de genres aujourd'hui sociaux, il y en a 67 ou je sais pas quoi. Moi, je t'avoue, je suis un peu largué là-dedans. Donc forcément, des fois, tu utilises pas les bonnes terminologies d'un certain cercle, tu vois. Et des fois, tu vas aller te faire attaquer par des gens comme ça. Bon, bref. Tout ça pour dire que ça aussi, ça m'intéresse. Donc, il s'agit pas de taper tout le temps du même côté. Moi, encore une fois, l'idée, c'est de faire une espèce d'éventail du chaos ambiant, en fait. Tu vois, et de gens qui ne se comprennent pas, en fait. Donc, forcément, c'est pour tout le monde, en fait. Très bien. On l'a dit quand même, Mutafukaz, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre. Et tu fais quand même une ouverture, pour le coup, avec beaucoup de bagarres. Dans le restaurant japonais. Ouais, avec cette idée trop marrante de subtiliser en fait les plateaux à repas en fait, ouais. Dans lequel en fait les gens de la cuisine vont commencer à apporter des armes, des chargeurs, des grenades, ouais. des tout ça. Là tu t'amuses. Je voulais même aller encore plus loin parce que je voulais faire que les assaillants eux-mêmes se servent dans les les assiettes. C'est vrai qu'ils les voient passer, ils s'en servent pas non plus, donc c'est vrai qu'ils sont peut-être qu'ils sont un peu bêtes. Ça arrive pas jusqu'à eux en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que ça fait le tour. Mais j'avais envie j'aurais eu envie à un moment donné d'aller jusqu'à, ils ont pas de munitions et eux aussi ils attendent les armes, tu vois. Et l'idée c'était un petit peu comme pourrait l'être un jeu vidéo, c'est-à-dire tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais. Tu peux un peu comme les espèces de Battle Royale, tu sais, où c'est du loot. Ouais, c'est du loot, puis d'un coup, oh merde, je tombe sur un couteau, puis l'autre il a la M60, c'est complètement déséquilibré. J'aurais voulu pousser le délire jusque ça. Bon, après voilà, à un moment donné tu te dis vas-y, toute ma BD, ça va pas être dans ce sushi bar. Donc, à un moment donné, il faut quand même, je pose l'idée, on comprend vite fait l'idée, je l'exploite un peu, voilà. Le Shinkansen qui apporte la grenade, ça, c'est un truc, avec Blackie, quand on allait au Tokyo, on avait
souvent dans les sushi bars, et puis ça existe, hein, ce genre de sushi où tu commandes sur un écran, puis t'as un petit Shinkansen qui arrive vers toi avec les assiettes, tu prends les assiettes, tu rappuies sur le bouton, il repart. Donc tu dis, là, c'est-à-dire que t'as même pas de serveur, en fait, de contact avec des serveurs. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ce qui est excellent, c'est que là, dans une fusillade, tu peux, voilà, c'est ce qu'ils font, ils mettent une grenade sur le truc et puis voilà quoi. Donc ouais, c'est plein de petites idées comme ça qui m'amusent. Et puis je me suis dit, je savais très bien qu'ensuite il y allait avoir un road movie qui allait être, on va dire, lent. J'ai besoin de ce rythme lent avant qu'ils arrivent à Las Vegas. Donc si tu veux, Mutafuka, ça peut pas être que de la bagarre non-stop tout le temps et de l'action non-stop. Déjà, c'est pas ce que j'ai envie de faire, même si c'est ce que je kiffe. Mais je me suis dit, il faut ouvrir fort. Parce que sinon, si ensuite on se retrouve dans le Winnebago, là, avec le camping-car, avec Vince Angelino, qui font des kilomètres, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de marquer les distances aussi. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est long et que potentiellement, ils se font un peu chier. Il se passe rien, tu vois. Donc, ça, je savais très bien que j'allais mettre en scène cette espèce de long chemin où il se passe rien. J'ai envie de dire, faut quand même donner à manger, entre guillemets, aux gens, quoi. Et montrer ce que va pouvoir, pas qu'ils aient l'impression que l'ADN de Mutafuka est complètement changé. Commencer par une scène d'action, c'est montrer aussi, vous voyez, cette scène d'action-là, ça fait toujours partie de l'ADN du projet. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura, tu vois. C'est aussi une manière de les rassurer d'entrée de jeu avant de les emmener vers autre chose. Pour dire que tu as une certaine marque de fabrique, en fait. Aussi, et puis c'est ça que ça va raconter aussi, hein, tu vois. Donc, t'imagines, il y aurait pas eu cette scène-là, il y avait tout un tome qui se passait de balade. Après, le truc, c'est que s'il y a pas cette scène-là, enfin, il se fait pas voir par les caméras en train d'être. Oui, mais j'étais pas obligé de faire 20 pages dessus, tu vois. Mais c'est ce que j'allais te demander, c'était de savoir, ouais, effectivement, est-ce que tu prévoyais en fait ton découpage pour savoir combien de place t'allais donner à ce genre de séquence. Ça devait faire le chapitre 1, comme on avait. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme on a discuté de chapitre la fois dernière, ça devait faire plus ou moins le chapitre 1. La fin du chapitre 1, c'était quand Vince retournait chez lui. Après qu'il se prenne la tête, il retourne chez lui, puis il voit que merde, il peut pas rentrer chez lui parce qu'il y a la police. Et ça se terminait là, le chapitre 1. Donc en fait, ça, c'est les stigmates, en fait, du prédécoupage que t'avais imaginé en chapitre. Oui, alors, sauf que quand j'ai su que, du coup, ça serait pas en chapitre, du coup, je me suis permis de rajouter des pages. Ouais. Parce que, voilà. Mais à un moment donné, je me dis, vas-y, arrête-toi. C'est ça, mais tu te dis à un moment, bon, attends, là, c'est trop maintenant, ou, ouais. Par exemple, il y avait pas, normalement, la camionnette, elle se barrait, et puis Angelino les prenait pas en chasse, tu vois. D'accord. Tu vois, donc là, mais quand t'avais envie de lui faire utiliser un sabre et découper et un scooter. Ouais. Tu vois, donc, ouais, voilà, quoi. Et là, ce qui est bien, en fait, par rapport même à ta position, vu que t'es, aussi l'éditeur, techniquement, du label, c'est que tu sais te gérer à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais je demande quand même conseil à tes associés. Bien sûr, là, sur cette scène-là, d'ailleurs, j'avais demandé un coup de main à Florent et j'en ai parlé aussi à Blacky parce que j'avais dit, bon, les mecs, je suis emmerdé. Angelino, il a un katana, il y a le scooter, le beau scooter et tout. On le voit juste 2 pages livrées et ça me fait chier de pas le réutiliser. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. S'il m'avait dit, ouais, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est pas grave, vas-y. Mais là, ils m'ont tous dit, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite scène où qui remettent un petit peu en avant le scooter. Donc, ils ont confirmé ce que je pensais. Donc, je me suis dit, bon, si tout le monde dit ça, c'est que j'ai la bonne intuition. Donc, il faut quand même que je mette en scène ce scooter d'une manière ou d'une autre, avec Angelino dessus, avec le katana, tu vois. D'accord. C'est dans ce premier acte aussi où tu vas introduire pas mal de nouveaux personnages. Il y a quand même celui de Diane qui a l'air assez intéressant, qu'on voit pas encore énormément. Mais qui donne l'impression, en tout cas, dans ce qu'on voit et dans son envie d'aller défourailler du macho, qu'elle va être un peu ton Bruce Maccabée, mais version féminine, quoi. Ouais, puis inversé. C'est-à-dire que Bruce Maccabée, il défouraillait pas du macho, il défouraillait les ennemis des machos, ou bien du moins les gens qui étaient au courant de la conspiration, ou qui étaient peut-être des grains de sable dans la mécanique. Là, Diane Mackenzie, qui est la fille du général, elle est, on sent que c'est une fille d'eux, hein, tu vois, donc elle est dans le bain depuis le début, tu vois, dans le côté militaire, machin et tout. Et puis, on sent aussi qu'elle est, entre guillemets, un peu pistonnée parce qu'elle a droit à sa propre section de sa propre création, mais une section, entre guillemets, anti-macho, que pour l'instant j'appelais Scorpion,
qui est inutile vu qu'il y a pas de macho, tu vois. Donc là, elle a l'opportunité. Ouais, c'est dans l'éventualité parce qu'ils sont quand même dans c'est pas une forme de guerre froide, mais C'est une guerre froide, si, ouais. totalement. Ouais. C'est totalement une guerre froide, c'est-à-dire que ils savent que ça va revenir un jour. Il y a un statu quo. Ouais. En fait, c'est ce qu'ils disent au début de la BD. On sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent quelque chose. Ils ont laissé tomber. Ils sont partis de la Lune. On n'en sait rien. Ils comprennent qu'ils sont encore sur la Lune quand le module chinois est détruit. Et là, ils se disent, OK, ils sont encore là. Tu vois. Mais avant, ils savaient pas. Et l'autre, Oprah Washington, elle a autre chose à foutre, entre guillemets. Elle est là, entre guillemets, pour reconstruire, on va dire, une espèce de, on va dire, un peu le pays. Et c'est une espèce de, j'ai envie de dire, de problème qu'on imagine qu'elle met sous le tapis, tu vois. Elle a pas envie de ça, en fait. Et de toute façon, on voit aussi que c'est pas une gentille, Oprah Washington. À un moment donné, elle demande même si on peut pas atomiser la face cachée de la Lune, puis on n'en parle plus, tu vois. Mais s'ils le font pas, c'est parce que potentiellement, et donc j'avais posé la question à Roland Lewick, j'ai dit, est-ce qu'on peut atomiser la face cachée de la Lune? Il m'a dit, techniquement, il y a aucun souci. Maintenant, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça, tu vois. Donc, c'est toutes les questions dont qui posent. D'ailleurs, je lui avais dit, est-ce qu'il y a des risques de tsunami? C'est parce que moi, biberonné au manga et tout, si la Lune... Il a fait une catastrophe. Tu vois, il m'a dit, mais jamais de la vie, il y aura un tsunami. Ça n'a aucune influence. C'est rien du tout, des bombes. Même un tapis de bombes nucléaires sur la Lune, ça ferait rien. Ça soulèverait de la poussière à tout. Le seul truc, c'est si on fait ça sur la face exposée, il pourrait y avoir des légères retombées sur la Terre, ou alors pire, c'est que les missiles retombent parce qu'ils sont mal, tu vois, s'ils ont été mal lancés, ou alors s'ils sont hackés par les extraterrestres, parce qu'il était toujours dans mon délire d'extraterrestres. Il m'a dit ça a rien de pire, parce que si les missiles sont hackés par les extraterrestres, ils peuvent nous les renvoyer. Donc toutes ces questions-là que je pose en début de tome, c'est vraiment des questions que j'ai posées pour le coup à un spécialiste, quoi. D'accord. Donc, Non, ouais. Je sais plus de quoi on parlait juste avant. Pardon. De Diane Mackenzie, qui était ton Bruce Maccabée. Oui, donc tu dis effectivement ta nouvelle figure antagoniste. On est dans un contexte de guerre froide, bah oui. Et du coup, Diane Mackenzie, elle était certainement, elle était plus jeune pendant les événements de Dark Mythity. Et elle, par contre, elle a rien oublié. Puis on imagine que voilà, elle se prépare à la guerre. Et limite, elle veut la guerre, tu vois. Parce que s'il n'y a pas la guerre, elle sert à rien. Enfin, en tout cas, son unité d'élite, pour l'instant, elle est juste en stand-by et on devine que là, ok, elle s'entraîne, ok, elle a des hommes à disposition grâce au piston de papa, mais il se passe rien. Donc elle a qu'une envie, à mon avis. C'est la bagarre. Ça tombe bien. Et là, elle a trouvé la bonne opportunité. Ouais, non, mais puis ça tombe bien qu'elle soit dans l'univers de Mutafukas, quoi. Parce qu'après, elle risque d'être servie à terme. Mais justement, ces personnages-là, par contre, tu mets du temps à les imaginer. C'est comme aussi le professeur qui est en train d'inventer la solution anti-macho. Toute cette galerie de personnages-là, ça vient rapidement. Le professeur, il est déjà là dans l'arc 1 de toute façon, mais donc c'est la suite logique. Et en plus, il est déjà là. Tu vois, le professeur Fagor, qui est dans l'arc 1, qui est en train d'imaginer un processus anti-macho, du moins un processus qui permettra de les reconnaître. On voit en plus qu'il est à l'origine des origines de Vince, quelque part, parce que c'est lui, en plus jeune, qui est déjà dans l'accélérateur de particules. Ça c'est aussi une facilité dans le sens où je me dis le personnage c'est le clin d'œil facile, autant l'utiliser, tu vois, on va pas utiliser à chaque scène, on va pas utiliser un nouveau personnage parce qu'au bout d'un moment t'en as une myriade et puis les gens ils vont se perdre, ils se perdent, tu vois, et c'est logique. Maintenant Diane Mackenzie, non, c'est pas compliqué. J'avais juste envie de faire un personnage. On m'a reproché de toute façon que Mutafuka c'est un univers très masculin. On en avait parlé dans le et c'était vrai, et c'était d'une certaine manière voulu. Et puis là, je me suis dit aussi, moi je me remets en question. Je me dis un antagoniste féminin, ça peut être bien aussi, tu vois. Et en plus, par rapport à la méta concernant les machos, etc., il y a plein de choses à développer qui peuvent être très très cool. Et puis je vais les développer, quoi. Donc et puis voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup en plus, tu vois. Il y a pas de personnage que tu crées que t'aimes pas quand même. Ça arrive très rarement. Je vais dire, même Archie Krupp, je finis par bien l'aimer parce que je me dis c'est un lui con en fait, et puis et je me mets dans sa logique et puis je me dis il est comme il est, mais
est-ce qu'il y a des personnages que j'aime pas? Bah si, je dirais il y a un personnage que j'aime pas qui est inspiré d'un vrai, c'est Alex Jones. Ok. Tu vois, ce mec-là, je déteste vraiment en vrai dans la vie réelle parce que je trouve qu'il est extrêmement dangereux et je pense en plus qu'il est cynique. Je pense qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit. Tu vois, je pense que quand il dit que Sandy Hook c'est des acteurs, je crois qu'il sait que c'est pas vrai, mais il manipule des gens à croire que c'est la réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je veux dire, n'importe quel individu qui a des convictions et qui les défend, même si je les trouve absurdes, je me dis bon, voilà. Mais quand en plus les gens ne croient pas en ce qu'ils disent et que c'est juste de la manipulation, j'ai un vrai problème avec ça. Donc voilà. Mais en règle générale, les personnages dans Mout of Kaz, ils sont tous intègres par rapport à leur logiciel, comme je dis depuis le début. D'accord. Bah, justement, ça permet aussi de passer à une autre galerie de personnages que tu introduis dans cette BD, que moi j'appellerais le groupe des gens tout nus. mais même, tu vois, même lui, Antoine. Antoine, c'est un fou furieux, puis on comprend qu'il a buté sa femme quand même, donc. Ouais. C'est quand même vraiment un sale type, quoi. Bah, en tout cas, il dit que c'est son double maléfique qui a fait le coup, mais il est pas sûr. Ouais, c'est ça. On comprend quand même que c'est un gros taré. De toute façon, ils sont tous, voilà, donc c'est, effectivement, on l'a dit que, après avoir été poussé à quitter Dark Mid-City, Angelo et Vince en fait ont une carte postale de Willy qui leur dit venez passez me voir machin, c'est cool là où je suis, et donc ils se retrouvent au terme de leur voyage voilà, avec une bande de gens qui ont été rencontrés au Burning Man. Je sais pas si tu l'as fait le Burning Man. Non, j'ai jamais fait, malheureusement. C'est un grand regret. Et tu pars après dans un délire de Willy qui s'est présenté comme le gourou d'une secte du Cosmic Gate et qui voilà, c'est des gens maintenant qui vivent tout nus et qui là par contre aussi, je sais pas combien je sais pas si t'es allé chercher vraiment les pires phénomènes dans des reportages ou je sais pas, mais qui disent tous n'importe quoi. Vraiment, c'est un concentré d'absurdité, en tout cas, j'ai envie de dire, pour des esprits très cartésiens comme le mien, ça fuse dans tous les sens. Mais tout ça, c'est du réel. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Ce que je raconte. Qui se baladent tout nu avec avarice et gloutonie et lust tatoué sur le. Moi, forcément, je pousse le bouchon. Hein. Pourquoi ils sont tout nus? Enfin, ils le disent pourquoi ils sont tout nus à cause des ans. Oui, mais pourquoi toi tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de dessiner, enfin, t'as envie de dessiner des gens tout nus? Parce que je me disais, j'avais envie d'un truc visuellement, pousser le bouchon visuel au-delà de tout. Enfin, tu sais, c'est comme il y a ces gens qui sont contre la société, contre tu vois la technologie, les machins et tout. Ouais, qui veulent un peu vivre dans leur micro-communauté autogérée. On peut pousser le vice jusqu'à se dire, ils refusent même les vêtements. T'as vu t'as vu les zadistes et tu t'es dit, il faut aller encore plus loin. Tu sais quoi, j'ai même pas pensé aux zadistes en fait. En vérité, je me suis inspiré surtout des sectes. Ouais. Je me suis surtout inspiré des sectes et je me suis inspiré aussi beaucoup il y a un épisode de La Tronche en biais qui est un dialogue entre Thomas Durand et Laurent Freeman qu'il faut absolument voir. Alors là, pour le coup, pour comprendre les logiciels des uns et des autres, c'est phénoménal, mais il y a très peu de gens qui vont jusqu'à la fin des deux vidéos parce que c'est long à regarder. C'est long et puis à un moment donné, c'est un dialogue de sourds. Ouais, en fait. D'accord. Chacun a sa logique et la logique de Laurent Freeman, tu la retrouves vachement dans ce clan-là. Il y a beaucoup de choses que je tire de là. Et il y a des choses qui sont absolument ridicules, hein, comme la fréquence magique ou le trampoline. Ce sont des vraies choses. C'est pas moi qui ai inventé qu'on saute sur le trampoline pour décalcifier la glande pinéale et ces genres de trucs. C'est des vrais. Enfin, c'est des vrais. Ça existe dans la vie réelle. Moi, j'ai juste tout réuni pour faire une espèce de communauté complètement bizarre. Et surtout, je me disais, tu fous Willy à la tête de ça et c'est parfait, quoi. Tu vois. Et c'est ça aussi que je trouve. Si tu veux, c'est aussi une allégorie, je pense, d'une certaine manière des réseaux sociaux. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui se retrouvent propulsés tête de proue de certains mouvements qu'on pourrait qualifier de dérives sectaires, alors qu'à la base, c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont finalement obligés, qui étaient peut-être isolés dans leur coin et qui se sentent aujourd'hui isolés, enfin pas isolés, mais ils ont tellement trouvé une espèce de famille de substitution qu'ils peuvent plus faire marche arrière, en fait. Tu sais, ils peuvent plus rétro-pédaler en disant
bon, on va peut-être un peu trop loin, les gars. Ils sont portés par le groupe, et en fait, tout le monde se monte le bourrichon dans une espèce de confort intellectuel et de croyance commune, qui fait que des fois, tu peux arriver à des extrêmes qui sont hallucinants pour quelqu'un qui va d'un coup être propulsé là-dedans de bout en blanc. Je veux dire, eux, on imagine que c'est un processus lent, tu vois. Ils commencent à croire ça, du coup, ça implique ça, telle croyance, puis à la fin, ça devient une espèce de biboulga insensé pour le commun des mortels. Mais pour eux, tout ça est logique, vu que ça dépend. C'est pour ça qu'elle est intéressante, ces vidéos avec Laurent Freeman et Thomas Durand. Elle est super intéressante parce que tu te rends compte vraiment du choc des logiques, en fait. C'est ça, parce qu'au final, même, c'est que Willy, le twist, on va dire, c'est qu'en fait, il est pas du tout content d'être là. Non seulement il peut pas content, mais il comprend rien à ses propres préceptes. En fait, il sait que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller parce que tout le monde lui dit ça. Donc, il le répète. Et tout le monde prend ce qu'il dit comme argent comptant. Donc, c'est une espèce d'engrenage fou où finalement, Willy lui-même se retrouve gourou parce qu'il a voulu se faire mousser sur un événement, mais il se retrouve à la tête d'un mouvement sectaire dont il ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Il est juste coincé. Il peut pas sortir de là, en fait. Il peut pas d'un coup dire, en fait, tout ça, c'est du bullshit. Parce que de toute façon, les gens considèrent qu'il y a des entités malfaisantes qui te font parfois croire des mauvaises choses. Donc, si jamais il dit, en fait, tout ça, c'était de la merde, ils vont dire, ah putain, ça y est, il a été infecté par une entité. Donc, il est cuit. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est un petit peu une espèce d'allégorie de ce qui peut se passer à la fois dans les réseaux sociaux, mais aussi dans certaines dérives sectaires. Alors, quand je dis dérives sectaires, ça veut pas dire que ce sont des sectes à proprement parler. Ça veut dire des schémas de pensée. Je pense qu'il peut y avoir des dérives sectaires, par exemple, entre deux personnes. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, moi, un mari avec sa femme et ses enfants. Tu vois. Quand je dis dérive sectaire, ça veut dire vraiment de l'enfermement de groupe sur soi, dans des schémas de pensée, avec des schémas bloqués, de pensée et des trucs comme ça, et aussi le fait de se couper du reste du monde. Tu vois, tu vois plus ta mère, tu vois plus tes parents, tu vois plus tes copains, on voit plus les voisins. Et tu vois, il y a une histoire qui est assez connue, qui est les reclus de Montflanquin. Bon, c'est ce genre de délire. C'est un gourou qui a déboulé dans une famille, et puis les fortes têtes, il les a évincés de la famille en faisant croire aux autres que c'était les représentants du diable. Et puis tous les gens qui étaient un peu plus crédules, c'est tout. Il avait une emprise dessus. Et donc, je veux dire, c'est des mécanismes qui existent, tu vois. Et voilà. Et moi, ça m'amuse, encore une fois, de mettre à la tête de ce genre de délire, non pas un manipulateur, mais un mec qui a rien compris, quoi. Enfin, qui est quand même le prototype du loser. Du loser, ouais, c'est ça. Hein. Un loser qui, parce que tes trois héros sont des losers, mais lui, Willy, c'est vraiment, on a toujours eu de l'attachement pour lui, mais parce que c'est un branleur, quoi. C'est le mec il a pas grand chose pour lui, quand même. Hein. Un loser considéré comme un dieu, t'imagines les dégâts que ça peut créer, quoi. Ouais. Bah oui. J'imagine très bien. On a quand même parfois des trucs qui nous rappellent un peu ça dans la vie. T'as compris quelque chose au texte que t'as rédigé? Parce qu'à un moment, tu fais quand même, enfin, j'allais y venir après, mais parce que tu continues à faire des pauses un petit peu, en fait. Alors que ce soit avec des fausses pubs, avec juste une page pleine, mais avec des formes d'interludes qui permettent aussi un petit peu de souffler. Et donc, tu fais aussi un texte, un mini texte de prose, en fait, pour un peu expliquer la légende, en fait, de ce que croient ces gens. T'as compris ce que t'écrivais ou? Alors oui, je l'ai compris, mais surtout, il y a beaucoup de copier-coller de vrais textes. C'est ça qui est fou, parce que ce genre de choses, je serais incapable de l'écrire de A à Z. Donc il a fallu. Parce que c'est perché, quoi. Ouais, il a fallu que j'aille chercher des bouts de texte où je remplaçais les noms, les protagonistes et quelques tournures de phrases de manière à pouvoir respecter à la lettre le genre littéraire, on va dire, de ce type de texte. Mais oui, je comprenais ce que j'écrivais. Mais ouais, c'est bien perché. Clairement. Est-ce que c'est parce que aussi t'avais, du coup, on en a parlé un peu, j'ai pas envie de dire ventre mou parce que c'est un peu péjoratif, mais du coup, cette accalmie, en fait, que t'as avec le road trip pour aller vers ce dernier chapitre où là, mais t'as même un côté, je sais pas, tu connais Garcenis, je pense, quand même. Ouais.
Parce que moi, je trouve qu'il y a un côté Garcenis, en fait, à partir de ce moment, ils arrivent dans cette secte de gens à poil escarifiés. Bah, même dans le dessin, ça me rappelle Crost un peu aussi. Ah ouais? J'ai pas lu Crost. Ouais, bah, du coup, c'est peut-être une inspiration inconsciente. En tout cas, moi, ça m'a, visuellement, ça m'a un peu rappelé même des trucs de chez Garcenis, quoi. Mais, d'avoir aussi une scène d'action, de nouveau, de pétarade, un peu gore sur la fin pour aussi, pour pas que les gens aient eu le sentiment de entre guillemets s'endormir parce que tu prenais trop ton temps sur le reste de l'album. Ouais, c'est ça. Puis il fallait quand même qu'il y ait un enjeu au fait que Willy sorte de là, tu vois. En fait, finalement, tout ça pour récupérer Willy, tu vois. Ouais. Et aussi, et oui, t'as raison. Ça veut dire qu'en termes de rythme, t'imagines si ça avait été juste la scène d'intro avec de l'action, puis ensuite un road trip jusque Vegas où il se passe quasi rien. Le mec il va dire vas-y paye ton tome 1, j'ai peut-être pas forcément envie d'aller vers le 2. Donc là c'était une manière aussi de les faire sortir du truc, événement qui aura aussi une implication plus tard. Mais on va encore avoir des gens tout nus après. Super. C'est une possibilité, mais en tout cas pas dans la suite immédiate, enfin pas dans le tome 2. Mais et voilà, et avant d'arriver au gros morceau, c'est-à-dire Vegas. Et ça rappelle aussi la réalité de Las Vegas, c'est-à-dire c'est une ville, c'est un mirage ce truc. On est en plein milieu du désert. Donc toi t'y es allé, hein. Ouais, plusieurs fois. C'est une ville que j'adore, en même temps que j'ai pas envie de dire que je déteste, mais je trouve que c'est n'importe quoi en termes écologiques et tout. C'est un délire complet. C'est une ville avec des jets d'eau. Les plus grands jets d'eau que t'as jamais vu de ta vie, des casinos avec, il y a de l'air climatisé partout avec des portes grandes. Alors, imagine qu'à Las Vegas, il fait extrêmement chaud, ok? On est en plein désert, tu vois. Oui, puis il y a c'est du 45 degrés, machin, tout. Ouais. Pour donner envie aux gens d'aller dans les casinos, ok? Dans la rue, hein. T'as la clim à fond de balle dans les préaux pour que tu dises, ah, c'est bon, il fait frais, et puis tu rentres dans le casino. Tu sais, c'est une espèce c'est comme si t'allais à la pèche, tu vois. C'est un peu la pêche à la fraîcheur. C'est des appâts, ouais. C'est ça, c'est des appâts. Mais t'imagines écologiquement le délire que c'est? Ça doit être décrié tout le temps. Enfin, ça fait longtemps que c'est décrié. De toute façon, que même les volumes d'eau qui sont utilisés pour les piscines ou pour les fontaines de Las Vegas, alors qu'il y a des besoins pour les agricultures et tout ça à côté. Enfin, c'est un délire. Ouais. C'est un délire. Mais après, moi, quand je vois tous les influenceurs et influenceuses qui vont à Dubaï, c'est encore un délire. Oui. Tu vois, je me dis, mais ils vont tous là-bas. C'est deux choses qu'il faudrait arrêter. Pour moi, il faudrait arrêter, tu vois. Dubaï et Las Vegas, faudrait arrêter, en fait. Faites Las Vegas à Roubaix, tu vois. Ouais. Ça ramènera quelque chose. De la flotte, il y en a, tu vois. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, mais à la fois, c'est fascinant, tu vois. À la fois, c'est fascinant. Je veux dire, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et puis, moi, tu vois, voilà, moi, je suis quelqu'un qui sait qui vit et qui va mourir et qu'après, il y aura rien. Donc je me dis bon ça existe, autant y aller et voir ce qui se passe, tu vois. Et ouais, je trouve ça fascinant. Et puis en termes je te raconte pas en termes narratifs. Bon, déjà graphiquement c'est super intéressant parce que Vegas c'est les pyramides d'Égypte, c'est Paris, c'est tu vois c'est l'Amazonie, c'est plein de pays, plein de différentes ambiances compactées dans une ville. Donc déjà moi narrativement et graphiquement c'est super intéressant. Mais aussi, ça dit quand même beaucoup, ça dit beaucoup de choses sur la société américaine et puis Moutafoukaz, c'est ça, c'est un petit peu les dérives. Enfin, tu vois, c'est le bigger than life, quoi. Vegas, je pouvais pas passer à côté. Et ça me rappelle qu'en 2008, j'avais déjà un projet Moutafoukaz Dark Vegas que je faisais avec Emmanuel Malin. J'ai encore ses croquis. Ah. Et c'était déjà l'histoire de Vince Angelino qui allait à Las Vegas, quoi. Bon, en fait, je dis Las Vegas depuis le début, mais c'est Dark Vegas. Dark Vegas, ouais. Ok. Mais et en fait, j'avais abandonné l'idée quand j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo qui sortait qui s'appelait comment il s'appelait ce jeu vidéo qui se passait à Las Vegas avec des zombies. Dead Rising, ouais. Je sais plus s'il est à Las Vegas, parce que moi j'avais le premier, non, mais le 2, ouais. Le 2, c'est dans le mall plutôt, je crois, mais non, je crois que c'est le premier, ça. Ah ouais? Ouais. Je sais plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu que oui, si, t'as raison. Ouais, je crois. En fait, j'ai vu les premières images arriver. J'ai fait, vas-y, stop. Ça sert à rien. Ça va être exactement la même histoire. Parce que moi, dans mon histoire, il y avait aussi un truc d'infection à Vegas, etc., etc.
Et c'est seulement donc plusieurs années après, donc maintenant que je me suis dit c'est bien, ce segment-là, je vais pouvoir le réintégrer à l'Arc 2. D'accord. Et d'un coup est arrivé le film de Snyder. Où je me suis dit putain, l'histoire se recommence. Donc, ouais, mais là c'est trop Army tard. of the Dead, Voilà. Mais là je me suis dit je peux plus rétro-pédaler parce que j'avais trop avancé dans mes planches. Donc je me suis dit tant pis, je le fais quand même. Et puis j'espère de tout mon cœur que quand ils vont faire leur série animée, il va pas y avoir trop de télescopage avec mes propres mises en scène, quoi. Ouais, parce que t'as pas envie que l'armée de Snyder te tombe dessus. Parfois, elle peut être particulièrement. Ah non, moi c'est pas ça qui me fait peur. Moi c'est pas ça qui me fait peur. C'est juste, je me dirais, putain, fais chier. C'est ce que je voulais faire et l'autre con l'a fait. Tu vois. Ouais. Tu vois, s'il y a des idées qui se télescopent, après il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, il a voulu faire comme Army of the Dead ou je sais pas quoi, et ça me foutre en l'air, quoi. Tu vois. Ouais. Non. Et par rapport, parce qu'on était quand même aussi sur ces gestions de rythme entre action et tout ça, t'y penses consciemment en fait quand parce qu'il y a quand même pas mal de gens, d'auteurs, d'artistes qui disent aussi qu'ils écrivent ou qu'ils dessinent les trucs qu'ils ont envie de lire ou qu'ils auraient aimé lire en fait plus jeunes et tout ça. Mais est-ce que toi tu fais vraiment Mutafukaz pour toi, ou est-ce que tu fais quand même aussi avec, justement, en pensant à ton lecteur, ta lectrice, à se dire il faut que la personne qui va me faire confiance, mettre son temps et son argent dans ma BD, doit aussi s'amuser quelque part. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas qu'un plaisir égoïste. Hein. Non. Oh non, parce que en plus, sinon, si c'était qu'un plaisir égoïste, je pense que je ferais les choses différemment en plus sur certains points. Moi, ça m'amuse pas du tout de dessiner des casinos avec les lumières et tout. Hein. Moi, non, mais tu vois ce que je veux dire. Pas encore. Là, ils sont pas encore. Ils sont dans le premier tome. Il y a pas de casino encore. Oui, mais là, dans ce que je suis en train de faire, par exemple. Donc, c'est même plutôt rébarbatif, hein, tu vois. Mais je sais qu'il faut que le lecteur, il soit vraiment à Vegas. Et il soit avec eux. C'est pas un Vegas avec des gros plans sur les personnages et on voit rien du décor. Il faut vraiment, ensuite, l'idée, c'est aussi de partager ce que moi j'ai aimé de cette ville, tu vois. Il faut que eux ils le ressentent, tu vois. Et puis c'est vrai que Vincent et Gino, ils ont pas souvent l'occasion d'avoir des moments cool, tu vois. Et là, c'est la première fois depuis l'histoire de Mutafukaz que je vais leur faire une petite récréation. Ouais. Avant l'apocalypse. Avant la fin de la récréation. Hein. Avant qu'il faille retourner en cours. Il y a aussi un petit passage dans la période road trip où tu mets, il y a des militaires qui interviennent dans un diner où ils essaient de se reposer, puis après tu les vois juste qui passent à côté d'une base militaire. Et ça, si je me trompe, ça vient d'un événement réel, non? Alors, c'est le mélange de deux événements. En fait, au début, je voulais faire un copier-coller du vrai événement que j'ai connu avec Florent Maudou, Sullivan Rouault et Jérémy quand on était parti au San Diego Comic Con. Et sur la route, à un moment donné, on cherchait de l'essence, tout simplement. Et moi, sur le GPS, je mets station essence. Pour une raison que j'ignore complètement, le GPS m'envoie dans un no man's land. Donc moi, je suis en route et je dis au gars, c'est quand même bizarre parce que il y a pas tu vois, à un moment donné, on sort de l'autoroute, mais il y a pas un panneau qui t'indique le nom du bled. Donc je dis, c'est quand même bizarre. Et d'un coup, il y a plus de voitures et on est vraiment dans un no man's land total. Et à un moment donné, je vois donc il nous fait faire des virages, etc. Donc on est vraiment dans le désert. Hein. Et à un moment donné, je vois quoi au loin des espèces de gros blocs de ciment et une guérite, des barbelés, des panneaux ne pas entrer, interdit de photographier et tout. Et là, je dis, mec, on est dans une base militaire. Tu vois? Et je dis, on est dans une base militaire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, plusieurs options s'offrent à nous. Soit on arrête la voiture, on fait demi-tour, mais est-ce qu'on va pas se faire tirer dessus? Tu vois? Parce que les mecs, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils manœuvrent? Enfin, tu sais plus trop comment réagir. Ou soit, on y va et puis on explique aux gens ce qui va se passer. Donc, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, on a avancé. Et puis là, t'es dans GTA, tu vois. À la différence, c'est qu'au lieu d'avoir les 5 étoiles d'un coup, t'as 2 militaires qui sont armes au poing et qui sont prêts à te canarder si jamais tu fais un faux mouvement. C'est un délire comme ça. Et les mecs, ils nous demandent ce qu'on fait là, mais vraiment en mode menaçant, parce que nous, on va jusqu'au bout. Hein. Bah... Qu'est-ce que vous faites là et tout? Alors, j'imagine pas en accélérant, en y allant doucement, quoi, pour pas donner l'impression que t'es en train de faire une voiture bélier, quoi. C'est limite si tu conduis les mains en l'air, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites là et tout? Et moi, j'essaye d'expliquer avec mon piètre anglais et mon stress
que en fait c'est le GPS qui nous a emmenés là. Le mec il y croit pas une seconde. Tu vois, le GPS et tout. Et je suis avec Sullivan et tout. Derrière j'ai Florent Maudou donc qui est relativement inconscient du danger, qui me demande si je veux qu'il filme. Littéralement à côté des panneaux où t'as des appareils photo barrés. Avec Jérémy qui a quand même pris une photo en loose day, j'étais pas au courant. Bon bref, mais et le mec, il nous dit, tu vois, en plus c'est des Américains, c'est des molosses, hein, tu vois, avec l'arme au point, le camouflage et tout. Quand on était arrêté, tu vois, devant les dernières barrières, on voit des espèces de véhicules blindés en manœuvre avec qui soulèvent de la poussière et tout. En fait, en l'espace de 1 minute 50, t'es dans un autre monde, en fait. T'as basculé dans un monde parallèle qui t'est pas accessible, en fait. Et le mec, je me souviens bien de cette phrase, il nous a dit « Écoutez bien ce que je vais vous dire. » Là, je veux te dire, tout le monde écoute. Et il nous a dit la manœuvre qu'il fallait faire pour sortir, en fait. Donc, vous allez aller là, vous allez jusque là, vous allez faire demi-tour, vous allez continuer, vous allez attendre qu'on vous ouvre et vous allez repartir d'où vous venez. Tu vois, et nous, donc tu le fais et là tu dis, il faut pas caler, il faut rien faire et tout. Tu sais, t'es un peu en stress, tu vois. Et puis voilà, il s'est rien passé de plus. Mais donc voilà, il y avait cette anecdote que je trouvais intéressante. Je me suis dit, imagine, on serait en cavale actuellement, j'en sais rien, n'importe où. On se retrouverait dans ce genre de situation, tu vois. Bon bref, ah oui, j'ai oublié de dire, le mec il avait pris aussi nos passeports et tout le bordel. Hein, tu vois. Le temps qu'on fasse le petit demi-tour, il avait nos passeports, il avait tout. Hein, il savait qui vous étiez. Ouais. Et puis si jamais il y avait un moindre souci, enfin bon bref. Et puis l'autre anecdote, c'est quand j'ai été allé aux États-Unis avec Yuck en Californie, il y a un dîner qui s'appelle Peggy Sue que j'ai transformé en Sue Ellen par rapport au personnage de Dallas, qui était méga connu quand j'étais jeune. Sue Ellen, il y avait tout un truc parce qu'elle était morte. Enfin bon bref, dans l'épisode. Hein, bon bref. Et on est arrivé, il y avait juste personne. En plus, moi, j'étais super malade parce que j'étais pas bien, j'avais une intoxication alimentaire. Parfait. On s'assoit, il y avait vraiment personne. On se dit, putain, c'est vraiment un bled ici. Et dans les 3 minutes où on était assis, le truc, il a été envahi par les militaires. Tu vois, et donc voilà, c'est une espèce de mélange. De mix un peu, ouais. Ouais, parce qu'effectivement, il y avait une base militaire pas loin, qu'on ignorait complètement. Et puis en plus, voilà les militaires, hein, c'est pareil, les mecs, t'as l'impression qu'ils font 3,20 m de haut, ils ont des gros doigts, des grosses dents, des gros yeux, des grosses oreilles, enfin tu sais, tout a l'air ils sont comme toi mais juste ils sont juste très tout a l'air démesuré, tu sais, puis tu te sens vraiment ridicule, et cette sensation que j'avais avec Yuck, tu vois, nous en tant qu'Européens, déjà tu prends une petite salade, t'en as pour 3 jours. Et ben c'est un peu ça que j'ai essayé de décrire aussi, cette espèce de le fait de se sentir à la fois pas à sa place et complètement insignifiant, non pas face aux étoiles mais face à d'autres êtres humains, tu vois. Donc ça, c'est de toute façon, c'est tous les éléments du réel que tu mets dans la bande dessinée et tout ça, mais tu le fais aussi, tu t'amuses visuellement à placer pas mal de références en fait. Sur l'ouverture à Dark Mid City, on voit un panneau où en fait tu mets un peu ta culture internet ou des choses ou ta pop culture en fait, que ce soit télévisuel, cinématographique, mais on a un avocat qui est là un clin d'œil à David Goodenough qui est un personnage dans les vidéos du joueur du grenier. Il me semble que dans une séquence de rêve on reconnaît un YouTuber qui s'appelle Oracle Cosmique, un truc comme ça. Ouais, non, c'est pas Oracle Cosmique, non. Non, c'est un autre. Hermite Moderne, oui, mais c'est un ermite, voilà, c'est pas l'oracle. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans Mutafukaz premier du nom, il y a plein de clins d'œil à mes références, mais il y en a aucune à la culture internet, tout simplement parce que dans la diégèse il y a pas internet, tu vois. Là, je me suis dit c'est le meilleur moyen de faire ce genre de clin d'œil puisque c'est de ça dont je parle aussi, de la culture web, etc. De mèmes, il y a certains mèmes que je vais déformer dans les tomes suivants, etc. Par exemple, pour David Goodenough, c'était tout simple. T'es déjà allé à Los Angeles? Ouais. Non. Bon, à l'entrée de Los Angeles, c'est un délire. C'est que des billboards partout. Des billboards de lawyer ou de attorney, de juriste. Parce qu'à Los Angeles, comme un peu partout aux États-Unis, mais surtout à Los Angeles, t'as le moindre pépin, tu vas voir un juriste. Ils se font du blé là-dessus. C'est un peu le concept de Better Call Saul. C'est-à-dire que tu glisses sur une frite dans un McDo,
t'attaques McDo dans son entièreté avec un juriste. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le pignolage de mouches sur n'importe quel mini incident, tu vois. Alors, il y en a pour aussi l'immigration, il y en a pour les accidents de la route, il y en a pour tout et n'importe quoi, pour les divorces rapides, ceci, cela. Et quand tu rentres à Los Angeles, t'as que ça. Attorney, etc., etc. Et moi, je voulais, pour faire un clin d'œil à ça, je me suis dit, il me faudrait quand même une bonne vieille tête de mec juriste. Et souvent, t'as des mecs, rien qu'à voir leur photo, tu fais, j'appellerai pas ce mec-là, tu sais, qui te paraissent bien incompétents, tu vois. Physiquement, hein, c'est un délit de sale gueule, hein, mais bon, c'est comme ça. Après tout, ils mettent ça en avant, donc autant juger là-dessus aussi. Hein. Et puis, je cherchais un bon vieux mec qui avait l'air bien foiros, tu vois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je crois que j'étais en train de regarder plein de vidéos YouTube avec plein de suggestions, et des fois, le YouTube, il va tourner toute la journée chez moi. Je les choisis pas forcément les vidéos, mais ça défile. Et puis, à un moment donné, je tombe sur un David Goodinos. Je dis, vas-y, je vais mettre lui. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut, tu vois. Et en plus, c'est une référence web franco-française. Complètement, là, ouais. Et je sais que la BD, tu vois, on bouffe du soft power américain à longueur d'année. Et je sais que la BD, elle va être traduite aux États-Unis et les Américains vont l'avoir dans les mains. Et ça, c'est un petit kiff aussi de me dire, ah bah tiens, il y a un petit peu de notre culture française qui va arriver dans leurs mains, tu vois. Plutôt que ce soit tout le temps des références à la culture américaine. Et puis, par exemple, et au travers de ce tome-là, j'ai essayé aussi de rendre, on va dire, l'appareil à des gens qui ont soutenu le projet Moutafoukaz à l'époque où il est sorti en salle, tu vois. Il y en a pas eu beaucoup des influenceurs, ou du moins des gros influenceurs, qui ont parlé du projet, ne serait-ce que ça, tu vois. Et donc, ces gens-là, je me suis dit, je vais les remercier en leur faisant un petit clin d'œil. Alors, il y a effectivement Hermite Moderne, MJ Fermella. Oui. Tu vois, le fossoyeur de film. Ouais, François. Tu vois, François Terrel. Ouais. McFly et Carlito. Carlito qui a montré ta BD déjà en plus dans des vidéos plusieurs fois. En fait, Carlito, c'est un mec, il est... Et tu le connais ou pas? Pas du tout. Parce que sinon, t'as une encablure de Macron quand même, hein, c'est... Ouais, non mais ouais. T'as un nœud social de Macron. Il y a les 6 degrés de séparation. Je lui demanderais le prochain coup qu'il voit Macron d'essayer de tirer ses cheveux pour voir si ta théorie tient là. La perruque, ouais, c'est sûr qu'elle est vraie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Carlito, tu vois, ils ont des millions de gens qui les suivent. En vérité, si on voulait faire une opération avec Carlito, ça coûterait, je sais pas, il faudrait passer par je sais pas qui, mais j'imagine que ça coûterait un prix démesuré, tu vois. Ouais. Et le mec, spontanément, il dit, tu vois, par exemple, quand ils ont fait leur traversée, tu sais, à un moment donné, ils ont fait une traversée en bateau. Pas, donc, ils ont fait une traversée en bateau qui est un exploit quand même physique, voilà. Ils étaient suivis par plein de gens, c'était en live et tout. Dernier truc qu'il dit, avant de rendre le micro et de faire sa traversée, lisez tout ce que fait le label 619, le mec il dit. Tu vois, mais c'est un truc de fou. Donc, je me devais, entre guillemets, de les remercier au travers d'un clin d'œil, tu vois. Et comme je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas les blairer, je me suis dit, tiens, je vais faire une affiche de film genre McFly et Carnosaur, tu vois, versus The World, tu vois, genre comme si c'était une espèce de film d'exploitation où t'as deux mecs qui défouraillent à tout vent et et que tout le monde veut les attaquer, quoi. Donc j'essaye de respecter entre guillemets aussi ma propre diégèse, hein. Il s'agit pas de faire des clins d'œil n'importe comment, n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est aussi un moyen de... c'est con, hein, mais de remercier les gens, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont parlé du film, je trouve, à sa sortie, par exemple. Ouais. Et puis voilà, quoi. D'accord, mais c'est que même à la fin, tu fais une carte et tout ça, où on reconnaît pas mal de... tu fais un dépliant, où il y a aussi tout un tas de logos. Alors... forcément, moi, j'ai découvert avec surprise, hein, que t'avais mis un truc en référence à First Print, hein, t'avais mis un truc Arnaud Kikou, podcast machin, mais on reconnaît, du coup, d'ailleurs, le logo que t'as fait pour Mangetsu, de la pleine lune, mais c'est là aussi, donc c'est là qu'on voit la carte de MJ, il y a Simon, tu rends aussi, tu fais un petit clin d'œil à Simon Hutt, donc ton compadré de Moutafoukaz 1886. Donc voilà, c'est aussi une façon de te réapproprier cet espace aussi et même après dans le texte, hein, tu remercies tout un tas de tweetos aussi pour dire. Oui, des tweetos entre guillemets anonymes, c'est-à-dire des gens qui sont là alors bien sûr, je peux pas tous les citer parce que t'en as quand même quelques-uns. Il y en a beaucoup et puis voilà, mais il y a des gens, il y a des noms qui reviennent souvent.
Et ce qui est marrant, enfin, le truc, c'est que c'est carrément dans la continuation de ta carte où, en fait, tu différencies les lieux que tu inventes. Ouais. Et où tu places aussi sur cette même carte des lieux qui existent vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on a donc Turrell City en rapport au Fossoyeur, et t'as la ville de Tuyo dont tu expliques en fait qu'elle vient d'une telenovela que t'avais regardé, quoi. Mais à côté de ça, bah effectivement Baker ou Cabaton qui existent vraiment, et Las Vegas qui du coup est superposé avec Dark Vegas, sa version effective. Ouais, ce qui fait que quelqu'un qui veut faire un road trip, il peut prendre techniquement il peut le faire, ouais. Il peut le faire, ouais, c'est ça. Putain, c'est con, hein. J'allais dire, faut aller dire à McFly et Carlito de faire le road trip de Vince mais oui, et Angelino pour faire une vraie opération de com, quoi. Donc, s'ils nous écoutent pas, mais s'ils nous écoutent, vous savez ce qui vous reste à faire, quoi. D'un point de vue, je sais plus si on en avait parlé dans les premiers volumes de Motafukas, mais toi, tu fais pas tes planches dans l'ordre chronologique, hein. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dessines en premier, en fait? C'est ce que tu préfères, ou au contraire, c'est ce que tu as envie de te débarrasser en premier? Ça dépend. Il y a des choses, des fois, je les sens mûres. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de, tu sais, des fois même, c'est débile, hein, mais il y a des cases, j'ai pas envie de les colorier, j'y colorie pas. Et je passe à la suivante. Parce que je saurais pas t'expliquer. Je sais où je vais. Il y a des moments où je me dis, ouais, celle-là, je la sens pas. Elle est trop complexe. Il faudrait mettre, beaucoup de, je sais pas, il faudrait que ça soit un peu grandiose et tout, puis là je me sens pas à faire ça, tu vois, je me sens plus à faire des dialogues, à pas me faire chier parce que je suis pas en forme ou quoi, et du coup je le laisse pour plus tard, tu vois. Donc quand par exemple moi j'ai mon chemin de fer, je travaille par double page sur un chemin de fer, des fois il y a plein de trous, et dans les trous j'écris ce qui doit se passer, et puis je fais la page suivante, tu vois. C'est-à-dire que tu sais quand même déjà à peu près, enfin, ouais, ton chemin de fer, il est fait en entier avant que tu te mettes à faire le storyboard. Pas toujours en entier, mais dans les grandes lignes, il est là. Et puis, et alors des fois, je fais les choses dans l'ordre. Hein. Mais par exemple, quand j'ai fait Moutafoukaz MFK2, celui dont on parle là, le tome 1, toutes les scènes de flashback, je les ai faites en premier. Tu vois, c'est-à-dire les scènes qui se passent à l'accélérateur de particules, à Horde Mountain jusqu'à Vince. Ça, je l'ai fait avant de commencer le reste, avant de commencer la scène du sushi bar, etc., etc. C'était aussi un moyen de me remettre à la BD, de prendre la main, de pas commencer tout de suite avec les personnages principaux, et puis de faire un petit peu ce que je trouvais entre guillemets un peu chiant. C'est-à-dire que je me disais, une fois que ça sera fini, je vais pouvoir retrouver mes personnages principaux, tu vois. Donc j'avais peur que si j'attaquais vraiment par les personnages principaux, de me dire au bout d'un moment, oh vas-y, ça va être chiant de faire ça, l'accélérateur de particules et tout, vas-y, je le fais pas, tu vois. Donc le fait de me forcer à le faire au début, bon bah c'est tout, c'est fait, et puis je peux pas. Ouais, ça te débarrasse un petit peu des trucs qui te plaisent le moins. Ouais, et je peux pas esquiver, parce que sinon j'aurais tendance à vouloir esquiver en me disant finalement est-ce que c'est nécessaire, alors que d'entrée de jeu dans le projet, je sais que c'est important. Parce que tu sais que ça va avoir des répercussions après, que tu vas devoir réaborder ces points-là. C'est ça, c'est ça. D'accord, ouais. Et j'avais aussi... Et puis c'est pas marrant de dessiner un accélérateur de particules, hein. Putain, c'est... Bah, comment ça, c'est pas marrant? Ouais, non, tout le monde adore faire des accélérateurs de particules. Enfin, tu sais combien il y a de BD avec des accélérateurs de particules, Ren? Me le demande. Ouais, bah t'en lis pas assez, hein. Ça se voit. Non, par contre, c'est un truc, par contre, qui a un peu... change, je sais pas si ça a changé forcément, mais t'as beaucoup moins eu envie de varier les styles dans ce tome-là. En fait, tu changes ta technique de colorisation sur 2 planches et demie, 3 planches et demie, mais au final, t'es resté là-dessus par rapport à toutes les expérimentations un peu qu'on pouvait voir sur les approches graphiques ou même parfois les styles de papier. Là-dessus, on va dire que t'es resté sage. Sur ce tome 1, ouais. Alors, est-ce que c'est parce que t'as plus le temps? Ah non, c'est pas une histoire de temps. Plus forcément l'envie, forcément. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, je pense que j'avais besoin de me prouver que j'avais pas besoin de tous ces artifices pour mener à bien ma mission. C'est pas des arts. Tu vois, tu considères... Ouais, par contre, toi, t'es toujours très dur avec ton propre dessin aussi, donc forcément. Nous, ce qu'on va trouver intéressant, toi, tu vas faire c'est des artifices. Bah, disons que je me suis dit, allez, fais une BD normale, entre guillemets. Ne te repose pas sur le fait que ouais c'est pas mal mais c'est bien quand même parce que à un moment donné on change de papier ou ce genre de truc. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est aussi que je voulais peut-être recruter des nouveaux gens sur MFK2 tome 1, des gens qui auraient peut-être été intéressés par le film et qui connaissaient pas l'univers ou la BD.
Et je sais que ça peut être segmentant pour des gens, tu vois, qui sont pas initiés entre guillemets, tu vois, d'un coup de changement de papier et tout ça va pas leur parler. Donc je me suis dit, je commence sage. En plus, il y avait pas d'endroit particulier où je pouvais faire de rupture de style. J'aurais pu le faire avec l'attaque du sushi bar, mais ça voulait dire j'attaque directement sur une rupture. C'est pas fou. Et en même temps, pour les connoisseurs de la première, ils ont fait dès le début, vas-y ça. Ouais, mais est-ce qu'il se serait pas dit aussi ouais bon, ok. Ou alors on l'a déjà vu aussi, oui. C'est ça. On l'a déjà vu, donc. Mais ça c'est le danger, hein. C'est le danger. De toute façon, oui. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'attaquer comme ça, déjà pour être un petit peu plus grand public même. Calmons-nous. Hein. À partir du moment où tu mets des mecs la bite à l'air dans tes pages, tu sais déjà que tu te fermes un gros public. On va pas en parler dans le masque et la plume, quoi. Ouais, il vaut mieux pas. Bon, encore que j'aime. Mais tu vois ce que je veux dire? Je sais déjà que par ce simple choix, je me ferme déjà le grand public. Et d'ailleurs, j'ai en profité pour rebondir immédiatement là-dessus, donc essaie de pas perdre le fil de ce que tu allais dire, mais même par rapport à la publication aux États-Unis, ça risque d'être un peu chaud, non? Parce qu'ils ont quand même des soucis parfois avec la nudité, donc après t'es chez une structure, c'est chez Behemoth, hein. Bah le 2, non, on sait pas en fait. Ah non, tu sais pas? Pour l'instant, on sait pas, non. Donc voilà, donc tu ne sais pas. Et je sais que, enfin, les Américains par rapport aux nichons et aux zizi, ils ont quand même parfois un peu des difficultés, quoi. Donc c'est le coup à se retrouver dans un polybag. C'est ce qui me fait vraiment. Parce que tu peux pas le mettre sur le couverture parce que sinon tu vas être dans des polybags opaques et ça. Mais après why not, hein, ça peut marcher aussi, tu vois. Tu peux faire une variante too crude to be shown, je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est ce qui me fait dire aussi que dans l'épisode précédent, on discutait des logiciels qui pour moi sont de pensée qui sont, même si on a l'impression tu vois, c'est la culture occidentale, on va dire, mais en vérité, on a vraiment des cultures de pensée qui sont à l'opposé sur plein de sujets entre les Américains et les Européens. Je pense qu'il y a même une scène d'ailleurs, mais du coup dont je ne peux pas parler, mais qui arrivera plus tard, mais qui à mon avis posera aussi problème à une partie de l'Amérique, quoi. Tu vois. Ah ouais. Donc. Ouais. Toi-même tu sais, mais voilà, tu vois, mais c'est vrai que du coup effectivement il y a des choix, mais pour moi elle est née, alors que pourtant c'est pas non plus la BD la plus iconoclaste du monde, voilà. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des choix que tu fais qui font que tu te coupes en France comme aux États-Unis, comme peut-être ailleurs. Mais après, non pas que ce soit nécessaire, on aurait très bien pu. La scène dont tu parles dans le tome 2 que t'as vu et que tu trouves que qu'elle va être tendue. Donc les gens savent qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2 Run m'a montré quelques trucs. Ben je pourrais faire 100, c'est pareil, je suis pas obligé de mettre des gens à poil, tu vois. Bah oui. Mais en même temps, j'ai envie aussi de montrer des choses qu'on voit pas dans la BD en général. Ça m'intéresse aussi de me dire, bah tiens, cette scène-là, je me souviens pas en avoir vu une, tu vois. Donc ça aussi, c'est un moteur pour moi. Je veux dire, c'est stimulant de me dire, putain, c'est fou, on voit tellement de choses partout, tu vois. La pop culture, je veux dire, explose. Tu t'allumes Netflix, tu sais même plus quoi regarder tellement il y en a. Putain, va-t'en trouver des situations, des scènes originales là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je sais que c'est un risque. Et puis aussi, moi là où je suis content, c'est de me dire, bah, certes, ce tome 1, il attaque doucement, mais c'est aussi un moyen pour faire venir les gens aux origines, tu vois. Moi, par exemple, dans MFK2 tome 2, je vais repartir sur une rupture graphique à un moment donné, avec une rupture de papier. Voilà. Je pouvais pas le faire sur le tome 1 pour toutes ces raisons, parce que je voulais aussi recruter, même si encore une fois, on recrute difficilement avec des gays galères et des trucs comme ça. mais j'ai une scène dans le tome 2 qui justifie une rupture graphique et un changement de papier, par exemple. Et comme ça fait partie de l'ADN de Moutafkaz, je vais le reproposer à ce moment-là. D'accord. Mais je veux pas non plus que ça soit gratuit et systématique, tu vois. Dans le tome 1, j'aurais pas voulu le faire juste pour le faire, puis que les gens auraient dit, bah ouais, il nous refait sa sauce, quoi, habituelle. Tu vois. D'accord. Et j'avais aussi une parmi mes dernières questions, parce que moi je l'ai trouvé super cool, mais t'as quand même aussi voulu accompagner la sortie de ce tome avec un trailer, avec donc Toxic Avenger sur la BO, qui avait d'ailleurs composé l'OST du film, hein, Mutafuka. Donc c'est et d'ailleurs Toxic qu'on salue puisqu'on l'a reçu aussi pour parler de Carbon Toxic.
et aussi même dans le trailer en fait qui à mon sens, je sais que toi t'en es pas forcément content, mais qui est quand même vachement plus chiadé que énormément en fait de trailers de bande dessinée qu'on peut retrouver, ou littéralement que ce soit chez Image, Marvel ou DC, en tout cas pour ceux que je suis, ou parfois chez d'autres éditeurs français qui font aussi un petit peu des trailers, où souvent ça reste assez sommaire. C'est pas que c'est moche, mais au final c'est juste des cases où en fait on les fait s'animer un petit peu, Oui, oui. mais ça a rarement le niveau même d'un motion comics, quoi. En fait c'est à peine du motion comics, et là par contre t'as quand même du mouvement, de la façon dont les dessins arrivent et s'entrecroisent et tout ça. Enfin c'est ça t'a pris du temps aussi de bosser sur cette vidéo qui fait 1 minute 30 et dont on a d'ailleurs, et je te remercie pour ça, l'honneur d'utiliser la musique pour le générique de ce Mutafukast volume 2. C'est après il faut voir aussi que c'est du taf de réal, hein, quelque part. C'est-à-dire que là sur ce alors souvent je travaille avec Yuzu Studio. Yuzu Studio parfois il fait la réal tout seul, tu vois, il a pas besoin de moi ou de nous. On lui dit tiens voilà la BD, par exemple celui sur Frank Lee, il l'a fait complètement tout seul et tout. Sur MFK2 il m'avait déjà fait une proposition, mais bon déjà moi j'ai un vrai problème avec mon propre dessin, donc voilà. Mais je lui disais aussi je suis embêté pour cette raison. Les gens ont connu le film Mutafukaz. Ouais. Si on fait un trailer qu'on estime animé, qui est en dessous, et il le sera forcément, que le résultat du Studio 4C, les gens vont trouver que c'est en dessous. Et en plus, si on essaye de trop l'animer, ils vont se dire, c'est quoi, c'est la suite du film, mais en mal foutu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on se posait. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on sente que c'est une BD. Donc, on va reprendre mes dessins BD. Et dans la mise en scène, pour pas essayer de singer un Studio 4C qu'on serait incapable on serait incapable d'arriver à la cheville, si tu veux, en termes d'animation, il va falloir jouer de subtilité, de mise en scène, tu vois. Donc, l'idée, c'était de partir sur un rythme lent. Donc, moi, j'adore, je me suis dit, on peut pas passer à côté, comme ça commence avec la Lune, la BD, on peut pas passer à côté de la fin du film avec l'avion en papier, et puis on va partir de là pour ensuite emmener les gens vers autre chose et tout, avec un rythme lent. On va faire l'inverse de ce que les gens attendraient, c'est-à-dire un truc qui envoie le boulet. On va faire un truc très lent, un peu nostalgique et tout. Et donc j'avais demandé à Toxic Avenger, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais nous faire... Alors j'aurais pu utiliser la musique Luna, sauf qu'on se serait fait sauter la publication, parce que vous aurez pas les droits de votre propre musique. Exactement. Ouais. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai fait les making of Mutafukaz, de temps en temps en fond sonore, j'utilise la musique du film. Et puis le truc, non seulement, heureusement, on fait pas d'argent dessus, donc elle est de facto démonétisée, mais YouTube nous la remonétise pour pouvoir donner l'argent au détenteur des droits, qui est 22D Music. Tu vois, c'est un délire. Donc j'ai dit, putain, moi, hors de question, j'ai pas envie de faire ce genre de délire. Donc j'ai dit à Toxic Avenger, est-ce que tu peux pas me faire une espèce de déclinaison de Luna pour que ça rappelle la fin de Mutafukaz, le film, et que ça raccorde avec l'arc 2 de Mutafukaz. Du coup, je me rappelle, le titre, il me l'avait envoyé, et il s'appelle Presque Luna. Donc bon, après il me l'a envoyé hein. Il me l'a envoyé comme ça, mais bon, après moi j'ai rebaptisé MFK2 Trailer. Mais voilà, donc l'idée c'était de faire gaffe à ce que les gens ne croient pas que c'est la suite flinguée du film, qui comprennent que c'est un trailer BD, mais il faut pas non plus que, enfin tu sais, il y avait beaucoup on s'est vraiment pris la tête et tout, puis après on s'est dit après c'est un boulot de réal, c'est-à-dire c'est peut-être les bonnes idées, c'est peut-être les enchaînements qui vont faire que le truc sera intéressant, plutôt qu'essayer d'animer les cases comme si c'était un vrai dessin animé, alors qu'on n'en a pas forcément les compétences, quoi. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, moi c'est vrai, comme tu dis, parfois je vois les trailers des maisons d'édition, je fais ouais putain, il manque un réal ou il manque des idées, quoi. Mais sachant ce que vous faites, en fait ils ont pas conscience de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils peuvent faire, et pour le mettre à profit avec des bonnes idées pour que ça passe, en fait, tu vois. Et peut-être qu'ils se disent aussi que ce serait trop d'investissement, en fait, trop de temps passé et du coup trop d'argent investi aussi pour ce qui reste au final un support de publicité. Je suis sûr que ça coûte bien plus cher que ce qu'on fait avec Yuzu Studio, hein, en vérité, parce que eux ils produisent. Ah, tu penses? Ouais. Ah ouais, mais c'est juste que des fois tu sais, j'avais suivi une interview sur Last Man et tout, par rapport au budget, par rapport au temps qu'ils avaient, ils ont fait des choix qui permettaient d'économiser. Et en fait, ça donne
En fait, c'est la mise en scène qui fait la qualité du truc. Donc en fait, c'est juste qu'il manque de bonnes idées par rapport par rapport à ce qu'ils ont à disposition, par rapport au matériel qu'ils ont à disposition et peut-être par rapport au budget qu'ils ont à disposition. D'accord, ouais. Et en termes de gestion de projet, enfin pour tout ce qui est aussi choix de la fab et tout ça, enfin il y a eu des changements maintenant en fait quand vous êtes passé du coup chez Rue de Sèvres, ça change un peu quelque chose dans votre façon de fonctionner ou c'est quand même toi qui gérais le truc. Ah non, on gère vraiment. Moi la vraie question que pourquoi il n'y a pas eu d'édition collector, parce que vous avez fait une couverture variante pour la Fnac, hein, c'est ça? Ouais. Par contre, les éditions avec les dorures et tout ça, là, elles sont où? Elles sont où les dorures? Moi, la vérité, c'est que je voulais pas arriver. Run, je suis désolé, je t'interromps un peu, mais les dorures, elles sont où là? Ouais. Non, il y en a pas. Mais c'est vrai que. Oui, c'est bien ce que je te reproche. Mais c'est parce que je pense aussi que c'est parce que je veux pas arriver en fanfare, genre, regardez, on a mis des dorures et tout. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que ça les éditions collector sur les premiers tomes, elles sont quand même grave stylées. Et tu sais très bien qu'il y a aussi une partie du public qui kiffe ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, et je te parle pas que de moi. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans, tu vois? Après, je me disais déjà, j'étais déjà bien serré en termes de deadline, tu vois. Ouais. Et puis je me suis dit, ouais, mais je sais que la Fnac, par exemple, ils nous avaient demandé, outre une cover alternative, du contenu en plus. Ouais. Mais moi, ça me faisait chier parce que je me suis dit, bah ouais, mais le contenu en plus, il y a des gens qui vont pas l'avoir en fait. Et puis moi, il va falloir. C'est le principe des éditions limitées. Ouais, aussi, mais moi, il va falloir que je produise par contre. Donc, ouais, c'est le principe d'être un artiste. Je sais pas, le mec, il a cru, il allait se toucher comme donc, ça. Donc, tu vois. Moi, ça fait que 180 pages, là, attends. Ah ouais, non, mais c'est ça, quoi. Et voilà. Et par contre, l'arc 2, enfin, moi, j'ai dit un truc, ça reste entre nous, personne nous écoute, de toute façon. Là, a priori. Mais tu vois, je me souviens d'une édition, par exemple, de Maliki, à l'époque où on était en Kama. Il avait voulu mettre plein d'options, dans tous les sens, des orages chauds, des pages nacrées, des pages ceci, des pages cela et tout. Et je trouvais à la fin que ça ressemblait à un truc de nouveau riche. Tu vois ce que je veux dire? Ces mecs qui ont du pognon et qui ont des goûts pas terribles, et tu vois, chez eux, ils vont mettre du léopard et tu vois, et tu dis, ouais, ça coûte cher, certes, mais c'est pas terrible, quoi. Et je voudrais pas arriver dans un truc de me dire, j'en mets plein les yeux, mais finalement, en termes de cohérence, tu vois, ce qu'on raconte dans Mutafoukaz, dans celui-là, en tout cas, c'est un peu rêve, quoi, tu vois, c'est un peu, c'est un peu route, c'est un peu, tu vois, par exemple, le tome 2 qui se passe à Vegas, c'est pas la même. Là, je pense que je pourrais me permettre. Là, il y aura une couverture avec des diamants. Non, mais tu vois, voilà. Et alors, exactement. Enfin, on va pas mettre de diamants, mais. T'achètes une BD, t'as une fontaine chez toi. Tu vois, ça se justifie. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je veux pas non plus que ça soit systématique ou gratuit ou juste parce qu'on peut le faire, on le fait. Okay. T'inquiète pas. Quand ça se justifiera. Le mec, il dit t'inquiète pas, il a son point américain à côté, toujours. Il me dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, voilà. Quand ça se justifiera, il y aura les choix que les gens se diront, ouais, effectivement, là, ça a de la gueule. J'ai même une idée pour le tome 3. Faut encore jouer avec Rue de Sèvres et tout, mais qui peut vraiment être très, très cool. Mais en tout cas, ouais, je pense que le tome 2, on va en discuter avec Rue de Sèvres, voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de collector. Mais vu que ça se passe à Vegas, là, par contre, c'est un peu comme si tu te disais, tout est possible. Parce que même si c'est kitsch, ça se justifie par le fait que c'est Vegas, tu vois. Ouais, forcément. Tu vois. Voilà. Donc voilà. Mais en même temps, tu dis ça, mais n'oublie pas que, en parallèle, on a sorti le Reader 1 avec un putain de coffret, une cassette et tout. Donc, c'est vrai. Ça mais fait, justement, ça fait toujours partie de notre ADN. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on se dit justement, t'as la cassette d'ailleurs, quelqu'un l'a gagné, et cassette dorée, ouais. Ah ouais, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, et bravo à cette personne. Mais c'est pour ça, c'est parce que à côté, justement, vous faites les coffrets collector du Low Reader, vous faites jouer et enregistrer un groupe, il y a ce délire des cassettes tickets dorés, machin. Et à côté, MFK n'a, entre guillemets, que une couverture variante. C'est pour ça qu'on peut se dire, pourquoi vous faites pas un truc? Mais du coup, on attend la couverture avec des diamants incrustés pour le tome 2. J'ai bien retenu, Rue de Sèvres, c'est enregistré. Donc, vous êtes maintenant légalement, contractuellement obligé de la faire. Mais justement, c'est la question aussi un petit peu sur le tome 2, parce que bien entendu, tu ne vas pas spoiler dans ce propre podcast ce qui va se passer. Mais en ouverture,
qu'est-ce que tu peux un peu juste teaser pour les personnes qui nous écoutent en temps réel, puisque ce tome 2 arrivera donc à l'horizon 2023, on espère dans le premier tiers de l'année peut-être, si tout va bien. Voilà, je suis dessus. Puis en plus, comme je te disais, voilà le truc, hein, j'ai envoyé mes personnages à Vegas. Donc tu t'es mis tes propres, tu sais, c'est comme ce mème du mec qui roule à vélo, qui se met le bâton dans la roue, qui après tombe, tu vois, c'est un peu ce que t'as fait. Hein. C'est un petit peu ça. Et puis moi, en plus, je veux que les promesses soient tenues. Et ma promesse, c'est de les envoyer à Vegas. Il faut que la promesse soit tenue. Si c'est pour les envoyer, comme je te disais tout à l'heure, à Tourcoing, tu vois, 3 cases et puis après on retourne dans le désert, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc je dirais peut-être plutôt été 2023, je pense quand même par rapport à tout ça. Et pour le teasing. Alors, déjà ça dit beaucoup de choses, quoi. Las Vegas, dans la tête de gens, même des gens qui n'y sont pas allés, ça ouvre déjà tout un imaginaire. Donc moi, le but, c'est cet imaginaire, il faut absolument que je le respecte, cet univers collectif lié à Vegas, mais aussi je veux que les gens qui y soient allés et qui connaissent se disent ouais, là, ok, on est dans le cœur de Vegas, c'est exactement ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, c'est le contre-pied du tome 1, d'une certaine façon. Le tome 1, c'est un gros préparation-paiement par rapport à tout ce qui va se passer ensuite. Sur le tome 2, il va y avoir du Vegas vraiment à fond de balle. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse depuis le début, que d'emmener ces 3 losers-là dans un univers pareil. Et puis là, pour le coup, ça va... Allez, il y a une bonne moitié du tome où c'est... où on va renouer avec un peu le what the fuck qu'on me disait un peu perdu dans le tome 1, quoi, tu vois. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir ça l'an prochain, en tout cas, à l'heure où on upload ce podcast. Et bien entendu, on sera au rendez-vous, puisque on reviendra dans ton jardin, te séquestrer, pour enregistrer les épisodes suivants du Mutafucast volume 2. Encore qu'on ne sait pas si l'avenir nous donnera d'autres occasions d'enregistrer des projets, puisque on le sait, c'est que Mutafuka ça bouillonne, et donc en copiant un peu ce bouillonnement, et ça nous donne aussi des idées. En tout cas, je sais par contre que c'est clairement pas, on te reverra dans le podcast bien avant la sortie de MFK2 tome 2. Sur ce, je vais quand même te laisser aujourd'hui, te reposer un petit peu. Tu le mérites. Après avoir passé ces 2 chouettes épisodes pour lancer le Mutafukast volume 2. On espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le tout simplement. Vous pouvez réagir à l'émission, la partager partout sur les réseaux sociaux. Faites-le pour faire découvrir la bande dessinée, pour donner envie aux personnes de découvrir cet univers et d'appréhender aussi ce prochain album de MFK2, et pour que puis on continue d'accompagner cet univers en pleine expansion, en plein bouillonnement créatif tout au long de sa publication. Donc c'est disponible, le tome 1, on vous l'a dit, 16,90 chez Rue de Sèvres, label 619, et c'est de la cam. Et si vous êtes bibliothécaire, prenez-le, comme ça vous pouvez le faire découvrir à plein de gens aussi qui va dans les bibliothèques, parce que c'est très très bien aussi, un très bon vecteur de culture. Ron, oui, je te remercie. Et merci à toi. C'était vraiment très très cool de t'avoir. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit rendez-vous à très bientôt. Salut. Ciao.